Merci d'être là. On est vraiment ravis de faire cette présentation du livre de Corinne. Donc c'est la première. Ouais. Voilà. J'imagine que vous avez dû lire son précédent livre, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, qui est un livre assez incroyable, qui a eu une destinée incroyable. C'est une destinée qui est, il faut le noter, un bouquin qui est sorti au départ sans trop de presse, sans trop de... Voilà, et qui a eu, enfin qui a encore d'ailleurs, une vie vraiment où les gens se sont appropriés ce texte, vraiment pris pour eux, les gens se le sont offerts entre eux, les libraires l'ont adoré. Pardon ? Qui a dit quoi ? Non ? D'accord. Voilà. Et c'est un livre qui a parlé vraiment, qui a touché, en tout cas, qui a touché beaucoup de gens. Et qui a été aussi relancé avec la période du Covid. Et les gens ont trouvé vraiment des choses à garder pour eux. Il a vraiment, je sais que tu as eu beaucoup de retours, de témoignages, de gens qui t'ont écrit. Voilà. Donc ce deuxième livre, deuxième essai, on va dire, puisque tu en as fait beaucoup d'autres entre-temps. Et c'est là-dessus que je voulais commencer, c'est que après Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, tu as fait des livres jeunesse notamment, deux, dont un chez nous et puis les chevreuils rusés au seuil, puis un roman, La Sauvagière, qui a aussi eu un très bel accueil. Puis tu as renoué, on va dire. Alors, je sais que tu n'aimes pas le terme essai. C'est plutôt... moi, à chaque fois, du coup, je dis essai littéraire, puisqu'il y a énormément de références. Il y a une écriture aussi qui se veut plus littéraire qu'un essai, quelque part. Donc, voilà, je voulais savoir si... je pense que la littérature a été pour toi un refuge pendant ces années-là. C'est d'ailleurs ce que tu dis à longueur de page dans ce livre, Alors nous irons trouver la beauté ailleurs. Comment tu as réussi quelque part à revenir, à renouer avec cette forme essai, alors que la littérature a été pour toi vraiment primordiale pendant ces années-là, donc entre 2020 et 2023. Oui, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce est sorti. Je crois qu'il est sorti en juin 2019. Donc c'est vrai que ça fait une longue période de temps, 4 ans entre deux essais, faute de trouver un autre mot pour l'instant. Et c'est vrai que si j'ai mis 4 ans, c'est pas uniquement parce que j'ai été happée ailleurs par la fiction, c'est aussi parce que c'était vraiment compliqué pour moi de revenir vers ce format-là. Alors, d'abord parce que le succès de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, il est merveilleux, mais il est aussi très inhibant. C'est compliqué, enfin, c'est comme dans le rock'n'roll, quoi. Le deuxième album, il est toujours raté. Et du coup, ça met la pression, quoi, d'avoir un premier titre qui fonctionne autant. Même en fiction, j'ai eu un peu de mal à m'en décoller. Enfin, on me ramenait beaucoup à ce premier essai, à sa dimension politique. Même quand moi j'avais envie de parler vraiment de littérature, on me ramenait beaucoup au militantisme. Et donc, voilà, il y avait cette pression-là qui était pas évidente à gérer. Enfin, j'avais peur soit de me répéter, soit de décevoir. J'avais pas envie d'en écrire un deuxième uniquement parce que je sentais qu'il était attendu. J'avais envie d'avoir d'autres choses à dire, que ce soit pas un truc un peu automatique ou commercial ou je ne sais quoi. Et donc voilà, ça a pris un peu de temps. Je pense que j'avais besoin de faire ce détour par la fiction aussi pour y revenir. Et surtout, ce qui a complètement... ce qui a vraiment été un déclic, parce qu'il y a quand même eu plusieurs tentatives. Je pense que c'est il y a à peu près 1 an et demi, je vous avais apporté un super sommaire qui faisait 3 pages de sommaire que je n'ai pas du tout repris.
Donc ça, c'était une première tentative. En janvier de cette année, j'ai essayé de reprendre ce sommaire. Je suis tombée malade. Enfin bon, voilà, il y avait un truc qui bloquait quand même là-dessus. Et puis, il se trouve que au mois de mars, j'ai été invitée dans un truc un peu, totalement exceptionnel, puisque j'ai été invitée par l'Institut français en Inde à me joindre à une délégation d'autrices et d'auteurs françaises, avec une délégation qui était notamment menée par Annie Ernaux pour participer à un festival international de littérature à Delhi. Ce qui était quand même un truc assez incroyable et totalement inattendu. La première fois que j'ai reçu l'invitation, pendant une semaine, je me suis dit non mais en fait ils vont me réécrire en me disant ah non pardon on s'est trompé de Morel Darleux. Je me disais non c'est pas possible, en fait c'est trop étrange. Donc c'était pour La Sauvagière avec les éditions d'Alva. Et puis, je leur avais dit, voilà, j'avais envie quand même de saisir cette opportunité. Je leur avais dit, par contre, je pars pas en Inde pour 4 jours, quoi. Si je pars en Inde, j'y reste. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prolongé. J'y suis restée 1 mois. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment eu un déclic à ce moment-là sur le fait de quitter la fiction et de pouvoir revenir au réel. C'est le fait d'être plongé dans un univers qui est presque un univers fictionnel pour moi, en fait. C'est-à-dire que me retrouver, je suis partie dans le sud de l'Inde, notamment dans le Tamil Nadu, et en fait, là, tout d'un coup, en fait, le réel redevenait un espace que j'avais envie de m'approprier parce que c'était un réel autre. Et en fait, voilà, c'est vraiment ça qui a déclenché, parce que j'ai commencé réellement à écrire à Pondichéry. Et j'ai beaucoup écrit à Pondichéry et ensuite j'ai écrit en rentrant et là ça a été voilà, je crois que tout ce que j'avais accumulé pendant 4 ans en fait est sorti vraiment de manière très un peu tornadesque, ouraganesque, je ne sais pas comment dire, mais enfin en tout cas c'était un flot très puissant. Je me souviens notamment d'une semaine d'écriture qui était vraiment ridicule parce que tous les soirs je remontais chez moi en titubant parce que voilà, il y a vraiment une grosse décharge d'énergie et une écriture très concentrée, très condensée au moins pour le premier jet. Mais tu ouvres aussi le livre là-dessus en racontant à la première personne donc cette invitation en Inde, aux côtés d'Annie Ernaux et tout ça, et de dire aussi que tu as pris la décision il y a plusieurs années de ne plus prendre l'avion, donc de ne plus partir forcément très loin, et que là cette fois-là, voilà, tu es passé outre. Et il y a tout un passage dans le bouquin là-dessus, donc ce qui peut paraître comme un paradoxe, mais qui ouvre aussi à plein d'autres choses. Oui, effectivement, je l'explique dès le début, parce que pour moi c'était important, parce que c'est un peu compliqué en fait d'assumer le fait de partir en Inde, et que je me suis quand même questionnée, enfin pas très longtemps parce que j'avais vraiment envie d'y aller, mais même après j'ai continué quand même à m'auto-interpeller sur ce choix-là et sur cette potentielle contradiction. Et il se trouve que depuis 5 ans, moi j'ai beaucoup voyagé, et j'ai notamment beaucoup voyagé parce que j'avais des responsabilités politiques en charge de l'international. Et donc ça fait moi très longtemps que je ne voyage plus du tout dans un cadre touristique. Par contre, j'ai continué à beaucoup voyager pour des missions politiques, pour des observations de procès, pour des missions d'observation, de soutien à des camarades un peu partout dans le monde. Et quand j'ai quitté ces responsabilités politiques-là, je me suis dit, j'arrête de prendre l'avion, sauf pour une destination qui était le Rojava, donc le nord-est de la Syrie, parce que là, pour le coup, il me semblait qu'on n'était pas très nombreux et nombreux à y aller, à y être allés, et que ça avait un vrai sens, à condition évidemment que ça serve au retour à informer, à documenter, à mobiliser, à faire connaître la situation là-bas. Et donc c'est un peu ça encore aujourd'hui, mes lignes rouges, hein, c'est
voilà, après, c'est des choix très personnels et chacun compose comme il peut. Mais en tout cas, moi, voilà, mes lignes rouges, c'est que je pars pas loin pour peu de temps, je pars pas faire du tourisme et je pars pour qu'au retour, il y ait quelque chose à restituer, quoi. Qu'il y ait une restitution qui, d'une manière ou d'une autre, contribue au débat public, aux discussions politiques, à la connaissance, et puis à l'internationalisme, qui est quand même un fondamental du militantisme qui, voilà, qui a quand même été un petit peu délaissé ces dernières années, majoritairement, quoi. Donc, dans ce bouquin, tu parles évidemment beaucoup de ce voyage en Inde, où tu as été dans plusieurs endroits qui n'avaient pas du tout la même réalité. Notamment, il est beaucoup question des, j'espère que je le prononce bien, Jawadu Hills, où là, tu pars des grandes villes et tu découvres vraiment un milieu que tu connais pas et que tu qualifies de société agraire et no-tech. Et je relis ça au sous-titre du livre qui est Gymnastique des confins. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Oui, donc après les premiers jours à Delhi, je suis donc descendue vers le sud et vers le Tamil Nadu. Et là, j'ai réussi à me greffer un petit groupe de chercheurs franco-indiens. Il y avait des agronomes, des géologues, des sociologues qui se rendaient en mission de terrain donc dans ces Jawadu Hills, qui est une zone tribale en Inde qui est restée coupée en fait du reste du pays et du reste du monde pendant très longtemps. Je crois que l'accessibilité vraiment facile à ce lieu, elle date d'il y a une trentaine d'années seulement. Et donc, en fait, voilà, tout d'un coup, on arrive dans une zone qui est effectivement une société agraire, c'est-à-dire que la principale activité, c'est vraiment... alors, ça a été pendant très longtemps de l'agriculture de subsistance, ça commence à être moins le cas. Et c'était ça aussi qui était intéressant, d'ailleurs, c'est d'arriver à un moment où on sent qu'une société est en train de basculer. C'est assez rare. Enfin, je veux dire, maintenant, la plupart des sociétés ont déjà basculé. Et là, vraiment, j'ai eu le sentiment qu'on était au moment où la modernité, avec plein de guillemets, arrive à un endroit qui est un endroit qui avait un équilibre, en fait, d'agriculture de subsistance, voilà, d'auto-organisation sur tout un tas de domaines. Et là, tout d'un coup, on a discuté notamment avec les paysans qui nous racontaient qu'ils voyaient arriver maintenant des entrepreneurs agricoles pour développer ce que eux appellent les cash crops, c'est-à-dire vraiment les cultures destinées non pas à nourrir les personnes qui sont là, mais à être exportées et à rapporter de l'argent. Et des entrepreneurs qui arrivent avec l'ensemble du processus clé en main, donc qui fournissent les semences, les engrais, les pesticides, tout le mode opératoire, et qui, à la fin, rachètent la récolte pour peu qu'elle soit évidemment bien calibrée, qu'elle respecte bien les formats, etc. Et donc, on a vu, nous, par exemple, des cultures de cornichons, comme ça, qui est un aliment qui n'est pas consommé sur place, dont qu'on a vu trimballer dans des camionnettes et dont une grosse partie, d'ailleurs, arrive en Europe. Et donc, ça, évidemment, ça fait partie des éléments qui viennent complètement bouleverser l'équilibre de cette organisation localement, territorialement. Donc, voilà. Donc, du coup, il y avait tout un tas de réflexions intéressantes sur ces sujets-là. Et au-delà de ça, ce qui était surtout très, très marquant pour moi, c'est qu'il n'y a plus tant de lieux que ça où justement il n'y a pas je sais pas, de bouteilles de Fanta, de Nike, encore préservées en fait de ces grandes marques mondiales, et où surtout la vie s'organise vraiment avec ce qu'il y a sur place, où tout sert et où il y a finalement assez peu d'objets manufacturés au sens industriel du terme manufacturé, beaucoup d'objets faits à la main par contre, et très peu de confort moderne. Et donc,
Bien. Je vais un peu couper ce que j'étais en train... Enfin, je vais pas reprendre sur ce que j'étais en train de développer, mais juste pour finir sur cette idée des Javadou Hills. Voilà. En fait, à un moment donné, je me suis fait une réflexion que je m'étais déjà faite dans le nord-est de la Syrie. C'est que de voir ces lieux... Alors, je le dis de manière volontairement exagérée, mais ces espaces, en gros, sans état, sans eau et sans électricité, qui sont souvent considérés comme des lieux arriérés, non développés, en route vers le progrès, en réalité, probablement ne nous renvoyaient pas tant à notre passé qu'à notre futur. Et que finalement, ce que j'étais en train d'observer là, c'était peut-être davantage notre futur que notre passé. Et donc voilà, ça a rallumé cette réflexion que je m'étais déjà faite au Rojava, et accompagnée évidemment de toutes les questions qui sont les questions qui agitent beaucoup de monde depuis quelques années, voire depuis de longues années, qui sont les questions de redéfinir de quoi on a réellement besoin, qu'est-ce qui nous rend heureux, de quoi on pourrait se passer en termes de superflu, quel est à l'inverse le minimum dont on a besoin pour pouvoir vivre décemment, et d'essayer de gagner en discernement en fait sur ces questions-là, non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi de plus en plus là pour des raisons matérielles, géophysiques, parce qu'on sait qu'un certain nombre de ressources sont en train de s'épuiser, qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, pas pour tous les usages et pas pour toutes les générations. Donc voilà, ça a été un peu un des éléments déclencheurs en fait. En fait, pour même tout vous dire, puisque là maintenant on est vraiment, on partage un vécu commun. En fait, quand j'ai été à Pondichéry, j'ai reçu un message d'Hervé Kempf me relançant pour que je fasse une chronique sur Reporter. Et je dis bah non, je suis en Inde et tout. Et puis il me dit bah super, t'as sûrement plein de trucs à raconter. Et donc en fait, j'ai commencé à écrire en pensant que ça allait faire une chronique pour Reporter, parce que je me sentais un peu coupable, parce que ça faisait hyper longtemps que je leur avais rien écrit. Et en fait, j'ai commencé à écrire, et puis évidemment que ça débordait très largement le cadre de la chronique, et puis que du coup, ça raboutait d'autres choses que j'avais commencé à travailler en janvier. Enfin, après, en fait, tout est venu s'agréger autour de ce début de fil. Comme dans le premier, il y a un peu un effet pelote, quoi. On prend un fil et puis en fait il y a toute la pelote qui se dévide derrière, et c'était juste, enfin voilà, il y avait besoin de ce déplacement-là, je pense, de ce déplacement au sens vraiment du pas de côté, du décadrage, du changement de perspective, pour finalement déclencher le flux des 4 années en fait pendant lesquelles j'ai évidemment accumulé beaucoup de matière, de recherche, d'interrogation, de doutes, de questionnements sur la marche du monde, quoi. Quand tu dis justement que ces sociétés, ce serait peut-être plus notre futur que notre passé, il y a un passage dans le bouquin où tu parles des écrans, évidemment, de leur impact sur les jeunes notamment. Je vais vous lire un tout petit passage. L'Agence internationale de l'énergie écrivait en 2021 que les risques pour l'approvisionnement en minerais sont réels. PwC alertait en 2022 sur la flambée de la demande en lithium, nickel, cobalt et cuivre notamment. À force de creuser, on voit se profiler le moment où les gisements seront soit à sec, soit non accessibles. Dès lors, une question devrait toutes et tous nous hanter et nous occuper quotidiennement. Que se passera-t-il quand les écrans s'éteindront ? Outre la vulnérabilité des systèmes et leur emprise sur les innombrables aspects de la vie quotidienne qui en dépendent désormais, que deviendront le temps et l'affect actuellement investi dans les écrans ? Quels seront les effets du manque ? Un addictologue en pédopsychiatrie témoigne que cette addiction est passée, en l'espace de 7 ans, de 10% à 90% de ses motifs de consultation.
Lorsque les parents arrêtent l'écran, cela amène l'enfant à des crises qui peuvent être impressionnantes. Insultes, portes brisées à coups de pied, menaces de suicide. Je me permets d'insister. Que se passera-t-il quand les écrans s'éteindront ? Oui, c'est une obsession qui devient un peu récurrente chez moi et j'écris de plus en plus souvent sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui vraiment me préoccupe en fait. Moi, je fréquente pas mal de milieux dits technocritiques. Et donc, voilà, la critique des écrans, tout ce que ça nous coûte en termes de disponibilité, en termes d'attention, en termes de créativité, en termes de nervosité, de manque de sommeil, d'addiction, voilà. C'est aujourd'hui quand même assez largement documenté et en tout cas, voilà, il y a une critique de la technologie, du numérique, du tout numérique, de l'écran qui a quand même pris de l'ampleur ces dernières années. Par contre, on entend assez peu l'inquiétude de plus d'écran en fait. Enfin, on s'inquiète de trop d'écran, mais on s'inquiète pas beaucoup de plus d'écran du tout. Et en réalité, plus d'écran du tout aujourd'hui, ce serait un cataclysme total, quoi. Alors évidemment que ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais quand même, je trouve qu'il y a là un angle mort. Et pour avoir pas mal discuté avec des personnes qui travaillent vraiment sur la question des mines et des métaux et des ressources justement disponibles ou non, je suis étonnée que ça percole pas davantage dans le débat public parce qu'en fait, les estimations sont quand même vraiment très inquiétantes. Il y a très peu de chercheurs et de scientifiques qui s'avancent à donner des chiffres en termes d'années de stock ou de réserve, parce que c'est très difficile à évaluer, parce que c'est hyper complexe, parce qu'il y a certains métaux qui sont des coproduits de l'extraction d'autres métaux, il y a plein de données qui rentrent en ligne de compte, donc c'est extrêmement difficile à modéliser, et donc personne ne veut s'avancer à donner vraiment un chiffre, mais il y a des estimations assez sérieuses qui évaluent à une trentaine d'années à peu près les ressources encore disponibles pour les usages du numérique qu'on a aujourd'hui. Sachant qu'en plus, ce qu'on nous vend aujourd'hui comme étant la transition écologique, notamment les véhicules électriques, etc., viennent rajouter énormément en termes de consommation des mêmes produits, des mêmes matières. Donc c'est exponentiel. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, voilà, j'ai une vraie interrogation là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment un angle mort et que, enfin voilà, je vais pas redire ce que tu viens de lire, mais je pense que bon voilà. Et puis par ailleurs, il se trouve que, pardon, c'est pas du tout cynique de ma part, mais c'est par ailleurs un thème qui est hyper fécond d'un point de vue romanesque. Enfin, moi, je trouve que en termes d'anticipation, ça c'est pareil. Je suis très étonnée, moi, aujourd'hui en science-fiction, en anticipation, etc. On est beaucoup sur des dystopies où le numérique, la surveillance, les drones, etc. Prennent énormément de place. Mais on a finalement assez peu de dystopies qui, pour moi, seraient beaucoup plus réalistes, qui partiraient du principe qu'en fait, il n'y a plus rien de tout ça, quoi. Et comment on se débrouille et qu'est-ce que ça provoque comme désordre ou comme réveil. Enfin voilà, je veux dire, je trouve que c'est un thème étrangement assez peu exploité pour l'instant. Depuis Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, et aussi toute la période où sont sortis les livres de collapsologie, on a vu dans les 4 dernières années, en fait, tout se produire. Les incendies, les sécheresses, on a vu voilà, le monde partir. Et je sais que les retours de lecteurs de tes livres, et notamment ceux que j'ai eus un peu du nouveau, trouvent toujours que tu leur donnes de l'espoir. Ça reste une source de réflexion et d'espoir. Je voulais juste lire un tout petit passage, beaucoup plus court que le précédent, et que tu rebondisses dessus.
Ça, c'est au tout début du livre. Je décidai alors de m'attacher sérieusement à résoudre la dissonance récurrente entre le bonheur que j'éprouve à être vivante et le sentiment d'accablement qui me saisit quand je regarde le monde, en contestant de devoir être l'une ou l'autre, ni militante, ni autrice, ni romantique, ni révolutionnaire, ni austère, ni kitsch, ni activiste, ni individualiste. Donc, si ce n'est tout cela à la fois, je refuse de choisir entre l'utile et le beau, entre le quotidien et l'exotique, entre l'inquiétude et l'émerveillement, entre l'écriture et le militantisme, entre la fiction et la réalité. Car c'est bien ce va-et-vient incessant entre s'extraire et revenir, cette gymnastique des confins, qui fait le sel de l'existence et permet de tenir par grand vent. Comment, Corinne, peux-tu encore être aussi pleine d'espoir ? Mais en fait, moi, je vois pas trop d'espoir là-dedans. Enfin, non. Enfin, en tout cas, vraiment, je définirais pas ça comme de l'espoir. L'espoir, c'est revigorant. C'est des lectures qui sont revigorantes. Parce que l'espoir, ce serait de dire on va finir par être majoritaire, ou on va finir par trouver une technologie qui va nous sauver, ou on va finir par remporter les élections présidentielles, ou on va finir par faire la révolution. Ça, c'est ça pour moi l'espoir. Moi, je suis absolument pas là-dedans. Et donc c'est pas accréditer l'idée que demain va finir par être meilleur, quoi. Mais je pense, alors effectivement, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de retours aussi sur le premier comme sur celui-ci de gens qui me disent ça fait du bien. Mais en fait, je pense que ça fait du bien, c'est pas forcément que ça te donne de l'espoir, ça fait du bien. Voilà, c'est que d'abord, je pense qu'il y a beaucoup le fait de poser des mots qui correspondent à ce que plein d'autres personnes ressentent sans forcément avoir les mots pour le formuler. Et ça, moi, je l'éprouve aussi en tant que lectrice. C'est vrai que de temps en temps, quand on se lit en miroir dans un livre, et ben en fait, ça fait du bien, ça aide, ça éclaircit la pensée, on se sent moins seul. Les mots servent aussi de point d'appui dans ces cas-là. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis il y a aussi que, en fait, moi, j'ai rien à vendre avec ces livres. Je suis pas en train de vendre. Il n'y a pas de thèse dans mes essais. C'est pour ça que c'est pas des essais pour moi. Je suis pas en train de vendre une théorie, une thèse, ou je sais pas quoi, un courant politique. Donc en fait, je pense que ça permet d'avoir une forme de sincérité. Où en fait j'essaye pas d'avoir raison sur quelque chose parce qu'en fait il y a rien que j'affirme sur lequel on pourrait dire que j'ai raison ou que j'ai tort, parce qu'en réalité il y a quand même plus d'interrogations que de réponses assénées, et je pense que ça fait du bien aussi en fait de pas ouvrir un livre en ayant l'impression de se retrouver avec un tract entre les mains. Et puis la dernière chose, c'est surtout en fait, de s'autoriser des choses, quoi. Et là, ce que j'ai vraiment beaucoup développé dans celui-ci, c'est le fait de se dire ça, en fait. Le fait de se dire, en fait, on a le droit d'être tout ça à la fois. On a le droit d'être traversé par des moments de gravité totale, et puis la minute d'après, d'avoir un moment de légèreté. Et je trouve que là, singulièrement la semaine qu'on vient de vivre et l'actualité du moment, elle est particulièrement flagrante pour ça, quoi. Moi, je sais que depuis une semaine, en fait, je sais même plus quoi poster sur les réseaux sociaux, par exemple, parce qu'en fait, j'ai hyper envie parfois de partager des trucs, justement, des super retours sur mon livre et tout, puis je me dis non mais en fait, ça me semble complètement indécent, complètement décalé, et en même temps, en réalité, oui, c'est indécent et décalé, mais en même temps, il faut aussi que la vie, elle continue, et il faut aussi qu'on puisse se partager des petits moments de joie, tout en les laissant à leur place, tout en ayant conscience de l'indécence que ça peut représenter. Et le simple fait d'en avoir conscience permet, je pense, de ne pas franchir justement la limite de l'indécence. Mais c'est vrai que c'est des moments
c'est des moments de sidération où on s'en veut presque d'avoir des éclats de rire, où on s'en veut presque de se réjouir de petites choses. Et là, en tout cas, s'il y a un message que je fais passer dans ce livre-là, c'est le message que c'est OK, en fait. Que oui, on passe par des moments de tragique et par des moments de beau, et parfois plusieurs fois dans la même journée. Et en fait, ça ne fait pas de nous des monstres d'avoir des moments de joie et de légèreté dans des moments, dans des périodes de l'histoire et du monde qui sont à l'inverse de ça, parce que en fait la vie, elle passe son temps à alterner le beau et le tragique. C'est probablement ce qui la définit le mieux, et que donc nous-mêmes, c'est normal qu'on oscille en permanence entre tous ces pôles-là. Et donc c'est aussi ça, ces va-et-vient et cette gymnastique des confins, c'est aussi d'accepter en fait qu'on est en oscillation permanente, de même qu'on est en oscillation permanente entre le dedans et le dehors, entre le fait d'avoir des moments collectifs de mobilisation, et puis des moments où on a juste envie d'être tout seul au calme et de parler à personne. Et je trouve que ça, c'est des choses qui, en fait, en tout cas, moi, que j'ai pas entendu si fréquemment que ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions à ceci, à cela, à prendre position, à manifester, mais qui relèvent de l'injonction. Et peut-être que juste s'autoriser. Je pense que peut-être il y a quelque chose dans ces deux livres qui autorise et qui libère un peu de l'injonction permanente, quoi. Ce sera ma dernière question. Je ne vais pas tenir le micro toute la soirée. Après, vous pourrez évidemment poser des questions. Là, je fais un énorme saut à la fin du bouquin. Du coup, il y aura tout le reste qu'il faut découvrir, parce que c'est quand même un bouquin qui foisonne de plein de choses. Et donc, à la fin, là, tu développes deux concepts que moi, j'avais pas vraiment croisés ailleurs, qui est le préfiguratif et le performatif. J'avais peut-être prévu de lire mais en fait, non. En fait, je vais pas le lire. Donc, je sais pas, soit tu as envie de lire un morceau, mais sinon, si tu peux nous parler de ces deux notions-là qui sont, je trouve, qui arrivent à la fin du livre et qui vraiment donnent à réfléchir, c'est super. Alors, d'abord, le préfiguratif, c'est vraiment directement chippé à David Graeber, et je l'indique dans le livre. Et probablement à d'autres, mais en tout cas David Graeber notamment. C'est vrai que la dernière partie du livre est plus politique au sens où on l'entend habituellement, et c'est davantage des réflexions vraiment, tout le livre m'amène à des réflexions sur vraiment les stratégies de lutte, en fait, sur l'activisme, sur le militantisme aujourd'hui, là, avec la donne qui est la nôtre, avec des constats qui sont pas très réjouissants non plus, qui sont en gros que je pense, et je l'explique, que nous avons atteint un plafond de verre électoral, et que la stratégie de conquête du pouvoir par les urnes est trop hypothétique, pour pas dire désespérée, pour y placer toute notre énergie. Que les mobilisations, y compris massives, ne remportent plus, ne font plus le rapport de force, en fait, vis-à-vis de l'institution, du gouvernement ou des préfets, des pouvoirs publics, on va dire. Et on en a eu plein d'exemples ces dernières années. Et on en a encore en ce moment même, ne serait-ce qu'avec ce qui se passe sur... je vais prendre l'exemple de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, où là, pour le coup, on a une mobilisation vraiment très large. Il y a plusieurs centaines de scientifiques qui prennent position, des gens qui se mobilisent, qui se mettent en grève de la faim et de la soif, de la médiatisation. On en parle sur Radio France.
Enfin, voilà, il se passe des choses, il y a des rencontres, et puis au final, en fait, c'est juste une fin de non-recevoir. Là, les derniers se sont fait déloger cet après-midi. Donc voilà, on est obligé de constater quand même que là, on atteint aussi un plafond de verre. Et puis troisièmement, quand on est sur des mobilisations, qui se veulent voilà, un peu massives, avec du monde au même endroit, etc., bah, en fait, on prend le risque de se faire mutiler, éborgner, voire tuer par les forces de l'ordre et la répression policière. Et si c'est pas la répression policière, c'est la répression judiciaire derrière. Il y a en ce moment un procès dit des inculpés du 8 décembre, qui est, enfin voilà, je vous invite vraiment à aller regarder les chroniques sur Au Poste et Lundi Matin de ce procès, parce que c'est vraiment très éclairant sur la manière dont on peut fabriquer du récit antiterroriste à partir de très peu de choses. Voilà, moi je fais une petite parenthèse, mais parce que j'ai été vraiment saisie, et je donnerai que cet exemple-là, mais une des inculpées a fait des études de lettres, et elle a fait son mémoire en littérature comparée sur l'étude de 3 auteurs ayant écrit dans un contexte de guerre sur la guerre, et la manière dont ce contexte de guerre avait affecté leur manière d'écrire, leur rapport à la littérature, etc. Et ça a été... la question lui a été posée, ça a été utilisé à charge pendant les audiences du procès comme étant une espèce de fascination pour la guerre, venant là aussi alimenter le récit antiterroriste. Donc bon, voilà, je referme la parenthèse, mais enfin c'est quand même, on est dans une librairie et on est tous ici attachés à la littérature, et que voir la manière dont ça peut se retourner contre vous est quand même assez saisissante. Tout ça pour dire que voilà, en très gros, la situation dans laquelle on est, et donc ce que je tire de tout ça, là encore en très gros, c'est l'idée que les actions en fait revendicatives, c'est-à-dire les actions qui visent à un moment donné à poser une revendication et à la poser suffisamment fort pour qu'elle ne puisse que être entendue et apporter du mieux. Je pense que ces actions revendicatives aujourd'hui n'ont plus l'effet escompté, et que on s'y épuise, on s'y abîme pour un résultat qui n'est pas à la hauteur des risques qu'on prend, et que peut-être on gagnerait à réfléchir en termes d'actions performatives, c'est-à-dire des actions dont l'effet est contenu dans la réalisation de l'action. C'est-à-dire des actions, en fait, sur lesquelles il n'y a pas besoin enfin, il n'y a pas de revendication, en fait. On s'adresse à personne, on ne demande rien. C'est l'action en elle-même, elle a déjà un effet par sa seule réalisation. Alors ça, je donne quelques exemples dans le livre. Alors, en essayant d'en mettre pour tous les goûts. Donc ça va de planter un arbre fruitier, qui a un effet en soi, puisque un arbre fruitier, c'est déjà la promesse d'un refuge de biodiversité, d'avoir de l'ombre et donc un peu de fraîcheur l'été, d'avoir un peu de fruits à manger. Enfin voilà, il y a déjà un effet. En allant jusqu'à... Alors, entre les deux, je donne un autre exemple, qui est un exemple que j'aime beaucoup, des quartiers nord de Marseille, où un collectif d'habitants excédés de n'avoir aucune réponse de la mairie depuis des mois pour obtenir un ralentisseur devant une école, a fini par prendre des seaux de peinture de sol et à faire eux-mêmes les rayures du ralentisseur. Il n'y a pas de ralentisseur, mais les rayures suffisent à ce que les écoles ralentissent devant l'école. Et je trouve cet exemple absolument génial. Et puis dernier exemple, le fait de retirer une pompe d'une méga-bassine, de fait que la méga-bassine arrête de pomper dans les nappes phréatiques. Voilà. Après, des exemples, on peut en trouver plein d'autres. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu ça l'idée. Et du coup, enfin voilà, après c'est mieux raconté dans le livre parce que j'ai davantage choisi mes mots et plus réfléchi à mes phrases. Mais en gros, pour finir, je propose que
aussi pour sortir des binarités un peu toxiques des réseaux militants entre réformistes et révolutionnaires, ou entre, je sais pas, Colibri et Black Bloc. Enfin voilà, vous voyez toutes ces binarités là qu'on s'est quand même bien pris dans les gencives ces dernières années. De sortir en fait d'un plan en 2 dimensions pour aller vers mettre du relief et plutôt essayer d'avoir une réflexion sur nos stratégies de lutte à partir de 3 axes. Un axe qui serait justement revendicatif, performatif, on va dire. Un axe qui serait offensif, inoffensif. Et un axe qui serait préfiguratif, pas préfiguratif. J'ai pas encore trouvé l'autre côté, mais préfiguratif, pas préfiguratif. Préfiguratif, c'est est-ce que ça préfigure en fait du monde dans lequel on veut vivre demain, quoi. Tout simplement. Et du coup, ça veut pas dire que il faut que ça coche ces 3 cases-là, parce que moi je pense qu'il y a plein de trucs qui sont pas offensifs, mais qui sont quand même intéressants à faire, par exemple. Mais en tout cas, voilà, il me semble que il y a peut-être là un truc à trouver en termes de grille de réflexion stratégique qui nous permettrait de sortir un peu des impasses dans lesquelles on est aujourd'hui, et voilà, du coup de reprendre peut-être un peu la main, quoi. C'est vraiment la fin. Mais du coup, la fin, c'est aussi le moment où on ramasse un peu des choses. Et peut-être que ça va éclaircir un peu ce que je disais tout à l'heure. Mais enfin, voilà. En tout cas, je vous le lis. Cheminer sur cette ligne de crête qui oscille sans cesse entre inquiétude et émerveillement, et y trouver nos points d'équilibre, implique une égale aptitude à déceler la beauté, à s'en réjouir et à poser un regard lucide et déterminé sur ce qui est en train de la saccager. Dans une ère marquée par l'ambiguïté, passer en un éclair d'une humeur prime-sautière à la plus profonde des gravités n'est pas faire preuve d'inconstance. Cultiver son esprit et regarder la catastrophe en face sans y perdre toute légèreté n'est pas de l'insouciance. Et se retirer de l'anormalité du monde pour mieux l'embrasser n'est pas une désertion. Ce va-et-vient, cette gymnastique des confins, est une des plus belles manières d'éviter le cynisme comme l'angélisme et, in fine, de rester dignement humain. Moi, je pense que beaucoup de gens se retrouvent aussi dans tes bouquins parce que tu parles des paradoxes qui nous traversent. Et tout le monde est traversé par plein de choses. Et donc, ça fait du bien de sentir et de lire que d'autres gens sont aussi traversés par ces choses-là. Et sur les stratégies politiques à mener tous ensemble bientôt. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir, à remettre en perspective. Notamment quand là, ces dernières années, on est gouverné à coup de 49-3, donc oui, forcément, personne n'a grand-chose à dire. Ouais, voilà, je pense qu'il faut vraiment et c'est des questions qui reviennent régulièrement dans les milieux militants, après Sainte-Soline, après les retraites, après de se dire, mais quelles sont nos pratiques, comment on peut les faire évoluer aussi. Et il va forcément falloir qu'elles évoluent, parce que je pense aussi qu'une partie de la jeunesse ne se retrouve pas du tout dans les pratiques de manif CGT, Morito et saucisses, quoi. Donc il va falloir inventer des choses. Il y a des Moritos en manif ? Non, enfin, oui. Mais moi, je vais revenir. Mais c'est des questions qui traversent le milieu militant perpétuellement, et c'est hyper important de trouver des réponses, en fait. Et plus le temps avance, plus les catastrophes arrivent, plus il se passe des choses horribles là, ces derniers temps et tout, plus c'est dur, en fait, de se parler. Je veux dire, même en ce moment où des militants ont envie de manifester en soutien à la Palestine, on ne peut pas le faire, quoi. C'est interdit. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il va falloir trouver des solutions. Voilà. Ah.
Je voulais savoir si, à la manière du précédent bouquin, il y avait... enfin, vous preniez des ancrages historiques comme l'histoire du navigateur dont le nom m'échappe, Moitessier, c'est ça? Est-ce que vous avez pris aussi appui sur un ancrage historique pour illustrer un petit peu le propos et le fond du propos qui est tenu dans ce livre-là? Alors oui, il y a des figures qui reviennent tout au long du livre. Celle qui est probablement la plus importante et la plus présente en fil rouge, c'est Rosa Luxembourg, parce que Rosa Luxembourg a notamment l'immense mérite d'être une militante au-delà de tout soupçon. Et elle a beaucoup témoigné, notamment dans ses lettres de prison, de la manière dont, même en prison, même au milieu des décombres de la guerre, même dans les périodes les plus sombres, y compris d'un point de vue militant, de divergence avec ses camarades, et ben même dans ces moments-là, en fait, dans ses lettres, il y a toujours un moment où elle prend soin d'une coccinelle gelée, un moment où elle regarde la forme des nuages par l'ouverture qu'elle a depuis sa prison, un moment où voilà, elle continue à herboriser, comme elle dit, et je trouve que voilà, on n'a pas tant de figures comme ça qui sont aussi de manière aussi spectaculaire capables de montrer à quel point une forme d'aménité, de tendresse dans le rapport au monde n'enlève rien à la radicalité et à la pugnacité politique et militante. Et enfin voilà, donc du coup je m'appuie beaucoup sur elle, dans le livre et dans la vie. Parce que voilà, elle aussi, enfin voilà, c'est quelqu'un qui autorise. Non seulement ça n'enlève rien, mais peut-être que ça nourrit un petit peu aussi l'énergie. Enfin, je sais pas, c'est une hypothèse. Je pense effectivement que les politiques ou les militants qui se coupent complètement de la beauté, de la littérature et des quelques moyens d'évasion qu'on a encore à notre disposition sont pas forcément toujours les mieux outillés aujourd'hui pour donner envie à d'autres, quoi. On va le dire comme ça. Donc voilà. Et puis après, il y a aussi plus que des figures, des romans ou des autrices et des auteurs qui reviennent. Ça s'appuie beaucoup en fait sur quelques romans. Il y a notamment Le Pays des marées d'Amitav Ghosh qui revient beaucoup. Il y a Barbara Kingsolver. Faut que j'arrête de dire Kingslover. J'avais mis partout Kingslover et depuis toujours, je suis absolument persuadée qu'elle s'appelle Kingslover, l'amoureuse des rois. Mais pas du tout, en fait. Donc bref. Il y a la subsistance, donc je fais beaucoup référence à la perspective de subsistance, qui est un courant écoféministe qui a été beaucoup porté notamment par Maria Mies, qui est décédée récemment. Et il y a un gros pavé qui est sorti à la lenteur, là, qui est vraiment très très intéressant à lire, qu'elle a écrit avec Veronica Benhold Thompson. Enfin voilà, donc il y a effectivement il y a pas mal de points d'appui qui reviennent tout au long du livre. Comme je faisais une petite parenthèse, comme dans le précédent livre, en fait, il y a énormément de références littéraires. C'est pour ça qu'on dit essai littéraire aussi. Moi, donc, pas mal que je ne connaissais absolument pas. Je connaissais Arundhati Roy. Il y a des choses qui ont attrait à l'Inde, mais pas que, absolument pas que. Et on a un libraire copain assaillant dans la Drôme qui a fait une vitrine avec le livre de Corinne au milieu et tous les livres dont elle parle autour. Et c'est vraiment super beau. Et il y a vraiment... en fait, tu trimbales une bibliothèque. On lit au fil des pages, on découvre plein d'autres ouvrages et ça nous donne envie encore d'aller encore plus loin. Et effectivement, un peu la figure tutélaire du bouquin, c'est Rosa Luxembourg.
Merci. Ben, merci pour ton livre que du coup que tu m'as fait la joie de m'envoyer en PDF et que j'ai terminé il n'y a pas trop longtemps parce que j'ai pris du retard dans ma lecture. J'en suis désolé, mais vraiment, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. C'est vraiment super bien. Par contre, bah, voilà, on commence à se connaître un peu. La question que j'ai posée, c'est qu'en fait, il y a plein de références que je ne connaissais pas dans le livre et une partie que je connaissais. Il y a un mot qui, pour moi, revient trop peu. C'est celui de l'anarchie, qui pour moi est un combat qui m'est cher, qui apparaît très peu dans cet essai, et je trouve qu'il y a une réticence, une espèce de tabou, visiblement, dans une partie de tout ce qu'on représente nous tous en tant que milieu militant, de prononcer le mot anarchie, de dire que pour nous c'est un modèle de vie désirable. Et je voulais te questionner à nouveau, parce que je t'avais déjà questionné là-dessus il y a quelques mois. Donc je pense que la réponse sera similaire, mais voilà. Mais donc voilà, je suis désolé, je fais l'anarchie de service. Moi, genre, si c'est possible de prononcer le mot anarchie pour présenter des modèles qui sont clairement anarchistes, en parlant de gens qui sont clairement anarchistes, moi j'avoue que ça me ferait très plaisir. Et la deuxième question, moi, qui est plus précise et qui est plus technique, c'est sur la partie sur du coup sur le réemploi ou emploi, ou enfin sur les écrans en fait. Et en vrai, on a suffisamment en fait en tout de matos. Enfin, c'est en fait. Oui, les écrans, techniquement, si on reste sur le suremploi des écrans qu'effectuellement, ça va s'éteindre dans 30 ans, mais en vrai, tous les outils, tous les matériaux qui sont utilisables et utilisés actuellement peuvent être réutilisés. Actuellement, il se trouve que, étant anti-tech, mais étant quand même aussi, voilà, bossant dans le milieu militant, ayant besoin de gérer des conversations multiples notamment, j'ai été genre avec des smartphones de dealer pendant très longtemps, c'est galère, donc maintenant j'ai un smartphone qui est pas connecté à internet, mais bon, qui a un smartphone. Et en vrai, la récup, ça se fait, il y a aussi un moment, il y a aussi une partie de la technologie qu'on pourra utiliser, parce qu'actuellement on est en suremploi de la technologie, et la technologie ne va pas s'éteindre dans 30 ans. Enfin, si on continue à surutiliser et à créer des générations, genre des iPhone 25 à 2500 boules, oui, tout ça va s'éteindre. Par contre, il y a plein de matériaux qu'on peut réutiliser et réutiliser. Il y a aussi cette question qui pour moi apporte une touche de mesure aussi dans le fait que, j'avoue que si les écrans s'éteignent, ça va être traumatisant pour moi aussi, mais après je suis une génération où j'ai moins grandi là-dedans, donc ça va être peut-être plus facile pour moi de vivre ça. Mais en tous les cas, je pense que la question est plus complexe, parce que en vrai, il y a plein d'outils, il y a plein de matériaux qu'on peut réutiliser encore très longtemps, et qui font qu'on pourra encore pendant quelques temps, si jamais on réutilise et qu'on réemploie les smartphones utilisés, les téléphones utilisés, les machines utilisées, on peut encore pendant quelques temps utiliser. Et je pense que ça complexifie un petit peu la question de l'arrêt simple et brutal de ce genre de technologies, qui sont ce qu'elles sont, mais qui actuellement sont effectivement centrales dans nos vies. Voilà. Et vive l'anarchie surtout. Sur la question du réemploi, etc., moi je suis pas du tout experte sur ces questions-là, mais moi j'ai quand même lu quelques trucs un peu sérieux, et la question du réemploi et la question aussi d'ailleurs du recyclage de ces matériaux, elle est quand même en réalité le recyclage il apporte très peu par rapport à l'énergie qu'ils consomment. Enfin, c'est pas si simple que ça, en fait. Ça demande énormément d'énergie, et au final, il y a des gains possibles en matière de recyclage, mais qui sont pas du tout à la hauteur des besoins qu'il y a en face en termes d'usage, si on poursuit la courbe actuelle. Après, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je pense pas à un arrêt brutal du jour au lendemain. Ça va pas se faire comme ça, mais si on réfléchit un petit peu à moyen et long terme, ce qui est certain, moi je sais pas dire dans combien de temps, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un moment où ça va s'arrêter, quoi. Et donc une fois de plus, mais comme sur tous les sujets, la question c'est est-ce qu'on prépare, est-ce qu'on anticipe, est-ce qu'on planifie ça, et est-ce qu'on gère la rareté de certaines ressources, ou leur fragilité, ou les dégâts que ça occasionne d'aller les chercher,
notamment en priorisant les usages, par exemple. Enfin, il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'usages du numérique dont on pourrait quand même assez aisément se passer. Je pense qu'on n'a pas besoin, par exemple, de reconnaissance faciale pour des distributeurs de croquettes pour chats, ce qui existe aujourd'hui. Voilà, il y a quand même, et des comme ça, il y en a un paquet. Donc, juste, en fait, une fois de plus, c'est vraiment des questions de discernement, quoi, juste, et de décence aussi dans les usages. Mais enfin, bon, voilà. Mais j'entends. Alors, d'abord, merci. Et je voulais poser une question, parce que tout à l'heure, vous avez dit encore par rapport aux échappatoires, par rapport au fait qu'on pouvait encore trouver de la beauté ailleurs, qu'on pouvait encore trouver une certaine consolation dans la beauté. Mais du coup, ce encore, il vient dire des choses qui font écho à des craintes qui, moi, m'habitent, qui sont est-ce qu'un jour, on pourra plus se consoler du monde dans lequel on vit ? Dans quelle mesure cette beauté qu'on peut encore aujourd'hui trouver, on pourra la trouver dans 30, 40, 50 ans Voilà, je veux savoir votre avis là-dessus. J'ai évidemment pas de réponse à cette question. J'ai juste des convictions personnelles qui sont pas basées sur grand-chose. Moi, j'ai tendance à penser que dans toute vie, et quelles qu'en soient les circonstances, il y a toujours des parcelles de beauté à aller choper. C'est pas toujours les mêmes, c'est pas toujours aussi facile. Et c'est déjà le cas aujourd'hui, même pas dans 30 ans. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même des conditions matérielles d'existence qui font que c'est plus ou moins facile d'avoir accès à des moments de grâce, d'émerveillement, d'avoir accès à des formes esthétiques, d'avoir accès à des moments de calme, de repos, de méditation, quel que soit l'endroit où on trouve justement la beauté. Mais même, je crois vraiment, et il y a quand même beaucoup de récits historiques et contemporains qui font état du fait que même dans les circonstances les plus atroces, il y a toujours des étincelles, des micro-étincelles. Il y a toujours des moments même très fugaces de joie qui se mettent en place. Enfin, je pense à des textes justement sur l'incarcération sous plein de formes différentes, même des récits, des témoignages, des camps de concentration. C'est évidemment pas du tout une manière d'amoindrir l'horreur. Mais j'ai quand même l'impression vraiment que tant qu'il y a de la vie, non pas il y a de l'espoir, mais il y a une capacité et un besoin vital d'avoir ces petits éclats de beauté. Et que, en fait, ils peuvent prendre plein de formes différentes. Et c'est pour ça que dans le livre, il y a aussi beaucoup de passages sur le fait que cet ailleurs où on va trouver la beauté, parfois il est pas ailleurs en fait. Il est parfois en soi. On a, je pense, plus de ressources qu'on imagine. Et plus de ressources qu'on imagine aussi parce qu'on est aujourd'hui dans une société qui nous coupe beaucoup de notre propre dialogue avec notre inconscient, de notre accès aux rêves, pas aux rêves au sens joli rêve, aux rêves vraiment comme activité cérébrale des phases de sommeil, hein, qui est un espace important et qui aujourd'hui est très grignoté par les vies qu'on mène, en tout cas dans nos sociétés occidentales. Enfin voilà, pardon, j'ai l'impression que je commence à m'étaler un peu dans mes réponses. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que oui, il y aura toujours de la beauté à aller trouver. Ce sera peut-être plus compliqué, il faudra peut-être aller creuser plus profond.
Mais ouais, je crois que en fait, on est foutu comme ça, en fait. Et puis, bon, enfin non, je vais pas lancer là-dessus, mais parce que, enfin, il y a aussi une petite partie du livre qui est pas très longue, mais qui compte beaucoup pour moi sur la question de la psychose, mais de la psychose, voilà, au sens très large du terme, et que en fait, il y a aussi des mécanismes de secours parfois qui consistent à se créer une réalité alternative quand la réalité pas réelle devient trop difficile, et c'est pas forcément permanent, et c'est pas forcément tout le monde de la même manière. Mais enfin, en tout cas, il y a je pense qu'il y en a plein, en fait, des mécanismes d'ailleurs. Et je disais aussi ça parce que dans le livre plutôt Flotter en beauté que couler sans grâce, ou l'inverse, je sais plus. Vous avez cité Stig Dagerman, et justement Stig Dagerman, il dit que cette consolation, au bout d'un moment, en tout cas lui, ça lui a pas suffi puisqu'il s'est suicidé. Et du coup, entre le discours que vous tenez là aujourd'hui et les propos de Stig Dagerman, j'aimerais savoir comment du coup ça a fait écho chez vous, et ce que vous en pensez, parce que je sais que personnellement j'ai tendance à être un peu d'accord avec lui, et c'est juste avoir votre avis sur comment ces mots et sa pensée ont fait écho chez vous. C'est très difficile comme question. C'est très difficile comme question. Ça demanderait probablement qu'on discute de manière plus intime et plus développée que ce qu'on peut faire ici. Mais en tout cas, je pense que on est quand même nombreuses et nombreux à être traversés par des moments de désespoir absolu. C'est précisément les moments où justement on n'arrive plus à voir de la beauté autour de soi, parce que voir de la beauté autour de soi, parfois ça demande un effort, et que parfois cet effort on n'est plus en mesure de le fournir, ou parce que les difficultés font que la beauté elle est écrasée par ça. Ça me refait penser aussi à l'image des lucioles dans Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, et que c'est pas que les lucioles elles ont disparu, c'est que la lumière qu'elles émettent elle est trop faible pour qu'on puisse encore l'apercevoir dans un monde qui est baigné de lumière criarde, de néons, d'écrans de télévision, etc. Et pour moi c'est un peu la même idée, quoi. C'est que en fait c'est pas qu'il y a plus de beauté à aller arracher ou trouver, c'est que c'est tellement recouvert par le reste, par l'horreur, par la folie meurtrière des hommes, que en fait elle est plus accessible parce qu'elle est plus visible, quoi. Et bien sûr qu'on est amené, mais déjà aujourd'hui, et puis déjà il y a 50 ou 100 ans, je pense, à traverser ces phases où la beauté n'est plus visible et n'est plus accessible. Mais normalement, et en tout cas, enfin pas normalement, mais c'est pas pour rien que je parle de ce va-et-vient et de cette gymnastique. C'est qu'il faut qu'il y ait... Enfin voilà, c'est des allers-retours, quoi. Il faut qu'il y ait ce va-et-vient. Et c'est le moment où il n'y a plus ce va-et-vient, où il n'y a plus cette gymnastique, que effectivement on peut accéder à ce choix ultime qui est de quitter définitivement cette réalité et de partir définitivement ailleurs. Mais c'est une... Oh là là, je m'enfonce là. Bon, voilà, je vais m'arrêter là.
On va donc finir en beauté. Hein. Voilà. Vous pouvez plier vos chaises si possible, elles se tirent comme ça par derrière. Et puis on va boire un petit coup. Et puis je sais pas si tu veux dédicacer certains bouquins. On va mettre une petite table là. Voilà, donc merci d'être venu en tout cas. Et c'est cool si on peut échanger 2-3 mots en buvant un petit verre dehors, même s'il fait froid. Et à bientôt.